Dans cet épisode de l'incroyable saga de la Chouette d'Or, vous allez découvrir comment, en 1993, ont été moulées la Chouette originale et les deux premiers tirages en bronze numérotés 1 et 2, dont l'un est enterré sur le lieu de la cache, recherché depuis bientôt 30 ans par des milliers de personnes. Puis en 2021, comment ont été réalisés les 6 derniers tirages numérotés de 3 à 8 qui achèvent la série. Le premier moule de 1993 que vous voyez sur cette image permettait des moulages de la Chouette à la cire perdue en un seul bloc. La difficulté était de faire couler le métal en fusion jusque dans la plus fine partie des ailes et de la queue de l'oiseau. La première coulée d'argent fut d'ailleurs ratée car le métal n'était pas assez chaud. Au bout de presque 30 ans, le revêtement intérieur du moule se désagrège et ne permet plus de l'utiliser. Il a donc servi uniquement pour la Chouette d'Or et les deux premiers tirages en bronze numérotés 1 et 2. Nous voici dans le premier atelier de fonderie, au moment où est démoulé le second tirage en argent de la Chouette. Lorsque la céramique du moule se disloque, on voit apparaître comme des tuyauteries greffées sur la sculpture. Ce sont les évents et les tiges de coulée qui reçoivent le métal en fusion jusqu'à ce qu'il dégueule hors du moule. Bien que l'argent soit encore très chaud, on voit ici la main nue du fondeur d'or, venu prêter son concours et soucieux de voir si cette seconde tentative en argent pur était réussie. C'est lui qui m'avait fourni toute une ménagère en argent pour compléter la dose de métal nécessaire au remplissage des évents supplémentaires. La sculpture qui ressemble un peu à une robinetterie deviendra bientôt la Chouette d'Or. Aujourd'hui, pour terminer la série, le maître fondeur, Guillaume Couffignal, a choisi de réaliser un nouveau moule en abatis. C'est-à-dire qu'il sépare le corps et les deux ailes. La technique à la cire perdue est exactement la même qu'en 1993. Ne rêvez pas, il ne s'agit pas de chocolat, mais des abatis en cire sortis de ce premier moule et sur lesquels une carapace est réalisée par dépôt de couches successives d'une solution, mélange eau, liant, farine de céramique et adjuvants organiques, puis saupoudrage au sable. Après séchage de la carapace, celle-ci est chauffée pour fondre la cire qui est éliminée pour laisser place à l'empreinte vide. C'est le dessirage. La carapace vide, ainsi devenue un moule en céramique, doit ensuite être préchauffée pour ne pas éclater au contact du métal en fusion dont elle sera remplie. On la place pour cela dans un four jusqu'à atteindre une température de 750 degrés. Naturellement, le fondeur prépare une certaine quantité de moules de toutes sortes pour absorber intégralement le volume de bronze fondu qu'il aura préparé. On le voit ici sortant du four le chariot sur lequel sont empilés les moules. La coulée de métal requiert beaucoup de maîtrise et de savoir-faire. C'est le four de fusion basculant que l'on voit ici qui va permettre de remplir le creuset. Il s'agit d'une étape absolument fascinante qui évoque immanquablement les images spectaculaires des éruptions volcaniques. Il faut aux opérateurs des tenues hautement protectrices pour pouvoir approcher du four et manipuler ensuite le creuset. Le fondeur va alors extraire quelques-uns des moules qui correspondent au volume d'un premier creuset de bronze en fusion, puis rentrer à nouveau le chariot dans le four pendant qu'un second creuset sera préparé, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la coulée complète. Une fois le creuset rempli, 2 personnes sont nécessaires à sa manipulation dangereuse et très délicate qui nécessite une grande expérience et des gestes précis. La moindre fausse manœuvre peut entraîner une catastrophe puisque le métal en fusion est porté à une température de 1250 degrés. On pourrait dire que plus le métal est chaud, plus il faut du sang-froid. L'opération va ainsi se répéter jusqu'à épuisement du bronze fondu. 1 à 2 coulées sont réalisées chaque mois, le reste du temps étant consacré à la préparation des moules et à la finition des sculptures que l'atelier réalise pour de nombreux artistes et marchands d'art à travers le monde. Au bout d'un moment, lorsque le métal a suffisamment refroidi, intervient l'étape de destruction des enveloppes de céramique pour mettre au jour la pièce moulée qui va apparaître progressivement
recouverte d'une couche oxydée de couleur grisâtre. Après avoir cassé la céramique à coups de marteau ou de massette, il faudra encore un travail de nettoyage méticuleux pour enlever toute trace de céramique sans endommager la sculpture. Du petit burin jusqu'au nettoyeur haute pression, chaque fondeur a sa recette pour cela. On voit alors réapparaître la belle couleur dorée du bronze mise à nu sur les différents abattis qui vont maintenant pouvoir être assemblés afin de correspondre exactement au modèle initial. Les ailes sont soudées au bronze sur le corps de la chouette dans l'exacte position qu'elles doivent avoir. Le résultat est une sculpture conforme à l'original, mais elle porte encore des traces de moulage et les zones soudées sont brutes. Il est toujours surprenant d'assister à la naissance d'une série. C'est maintenant au tour du ciseleur d'intervenir, pour ébarber, affiner certains détails et traiter les surfaces encore brutes. Il s'inspire pour cela de l'aspect de l'original du modèle et travaille le plus souvent en fonction des directives précises données par l'artiste. C'est là que l'œuvre retrouve toute son homogénéité et atteint le niveau de détail souhaité. Vient enfin le moment de la finition et de l'application de la patine. Nous touchons là aux secrets les plus jalousement gardés par les fondeurs eux-mêmes. Comme pour les chefs étoilés en cuisine, les grandes lignes des recettes sont connues, mais les dosages exacts, les petits trucs et le tour de main ne sont pas enseignés. Là encore, c'est l'auteur de l'œuvre originale qui choisit sa patine et peut éventuellement la réaliser lui-même. Mais le savoir-faire du maître fondeur reste souverain. C'est lui qui dose ses bains d'acide et mélange savamment les divers oxydes métalliques qui vont colorer progressivement la surface du métal, par couches tantôt opaques, tantôt transparentes pour laisser apparaître les qualités de l'alliage. L'ultime tâche qui reste à accomplir avant que nos chouettes puissent, si l'on peut dire, prendre leur envol et aller se poser sur l'étagère ou dans la vitrine d'un collectionneur est le soclage. Les supports peuvent varier mais ne doivent pas nuire à l'esthétique de la sculpture. Ils doivent rester discrets et sont réalisés pour que la chouette puisse se présenter sous son meilleur angle. Un vigoureux lustrage pour finir et la matière révèle toute sa richesse. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre et à liker si ce bref documentaire vous a plu. À bientôt pour d'autres histoires sur nos chasses au trésor.